Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Web TV AIB, bonsoir. Bienvenue à notre émission littéraire, l'écrivain de la semaine. Ce jeudi 24 février 2022, nous recevons M. Jean-Philippe Tougma, journaliste aux éditions Sidoya, ancien directeur de l'agence d'information du Burkina entre 2008 et 2009. M. Tougma, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé cette maison, l'agence d'information du Burkina, qui a connu une innovation depuis quelques mois avec une Web TV. Selon vous, quel peut être l'apport d'une télévision numérique dans l'écriture d'agence? Merci bien, je voudrais dire toute ma satisfaction de retrouver une agence d'information du Burkina en pleine mutation. Ça me rappelle juste cette phrase de Frantz Fanon qui disait que chaque génération découvre sa mission, l'accomplit, la trahit. Je pense que vous avez découvert votre mission. Parce qu'au-delà de tout, l'agence, de façon globale, avec le fait de Internet, on pronostique plutôt la mort des agences. De plus en plus, vous avez trouvé votre voie, qui est celle de donner à l'AIB une place prépondérante dans l'univers médiatique de notre pays. La prépondérance de l'agence, quel que soit au niveau de la Web TV ou de l'écriture simple journalistique, c'est une présence qui est fortement demandée. Ça permet d'équilibrer de l'information, du moins tu fais la différence entre les activistes et le professionnel de la question médiatique. Donc l'information que vous donnez se différencie des autres parce qu'elle est sourcée, elle est pratiquement adapté. Donc en cela, je vous remercie et vous félicite pour le travail que vous faites et vous encourage vivement. Chers téléspectateurs, nous recevons M. Tougma dans le cadre de la sortie de ses œuvres littéraires. M. Tougma a mis sur le marché 4 œuvres, un roman, 2 essais et une nouvelle. Dans quelles conditions ces 4 œuvres ont été produites? Merci bien. C'est vrai que c'est 4 œuvres que je présente aujourd'hui, mais les œuvres sont vieilles depuis 2017 pour la première œuvre, c'est-à-dire le roman sur le président Sankara qui depuis 2017 était déjà achevé. Mais par manque de moyens, j'étais obligé de poser, comme on dit, les œuvres ne pourrissent pas, peut-être il faut le réadapter. Et puis en 2019, je termine le livre sur le général Diendéré, le titre de L'homme de l'ombre. En 2021, là je tombe des nues lorsque je vois l'image du président Compaoré sur les réseaux sociaux. Il célébrait ses 70 ans. Là ça m'a donné vraiment une impression de tristesse d'avoir connu quelqu'un de vigoureux, même s'il y a le fait de l'âge, mais bon, vraiment il était vraiment au bas de la santé. La quatrième qui reste la nouvelle était achevée depuis 2018 aussi. C'est juste quelques reliquats que j'ai et je pensais qu'actuellement, avec cette actualité centrée sur les 3 premières personnalités que je cite, Sankara, Compaoré et Diendéré, était peut-être opportun pour moi de forcer pour sortir le livre. Et donc c'est pour cela que le 22 février, le livre est pratiquement sorti. Et puis on est en train de le placer sur le plan national et puis peut-être envisager sur l'international. Chers téléspectateurs, à travers les titres de ces différentes œuvres, c'est un peu un pan de l'histoire du Burkina Faso qui est revisité par le doyen Tougma. Il a si bien le dit, Sankara, le conclave des héritiers. Quel est le résumé qu'on peut faire de cette œuvre? Merci bien. Il faut dire que 2017, ça faisait déjà le 30e anniversaire de l'assassinat du président Sankara. Je tenais à faire quelque chose et puis l'idée est venue comme ça de faire une fiction. C'est d'abord l'histoire d'une jeune fille. Initialement, je l'avais appelée Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc avec l'égérie Jeanne d'Arc au niveau de la France. Mais j'ai un ami qui me dit, mais Jeanne d'Arc c'est bien, mais et Marguerite? Juste Marguerite, je ne voyais vraiment pas le lien. Après, il me dit, mais et Mariam? Là encore, je ne voyais pas le lien. Lorsqu'il me dit, mais Marguerite, c'est la maman du président Sankara. Et Mariam, son épouse, ça fait tilt. Donc, j'ai préféré la maman à la femme ou le nom de l'héroïne. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille née le 15 octobre 1987 à 16h30, comme elle le dit. L'heure exacte, le jour et l'heure exacte de l'assassinat du président Sankara. Elle a 15 ans lorsqu'elle a son baccalauréat et avec mention. Et ses parents disent que, bon, comme c'était déjà en août, on attend octobre pour faire un arrosage commun. Et le 15 octobre 2017, toutes les convives sont là pour l'anniversaire. Et la jeune fille se rebiffe. Elle reste, comme dit dans l'ouvrage, droite dans ses ballerines. Je ne peux pas célébrer un anniversaire, alors que quelque part à Dagnoué, des gens pleurent la mort du président Sankara. Elle est restée vraiment inébranlable. En 2017, à 30 ans, elle devient madame, enfin mère, épouse et puis maman. Elle décide de créer un site web, le www.15octobre87. À la condition pour en être membre, il faut être né le jeudi 15 octobre 1987, au moment où Sankara mourait. Et elle a une première rencontre à Ouagadougou avec des Burkinabés
qui viennent un peu de toutes les localités. À la première rencontre, se rendent compte de l'énormité du travail à abattre. Donc, ils retournent chacun chez lui pour revenir après pour le conclave à Ouagadougou. Et ils sont en plein conclave lorsqu'ils voient débarquer un peu de partout des hommes de toutes les couleurs. C'est des gens qui viennent des États-Unis, enfin de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Alors, c'est-à-dire des héritiers de Sankara, mais qui sont nés, la spécificité, ils sont nés le jour de la mort de Sankara. Sankara. Alors donc, finalement, il y avait deux options. Soit on garde les étrangers ou alors on les vide. Ils ont fini par les accepter. Le jour de conclave. Puis les Européens leur disent, mais vous les Africains, votre problème c'est ça. Vous avez fait sans nous, on allait vous nous accepter directement. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on est venu faire, vous ne savez pas. Mais on est avec vous parce qu'on est Sankara. Et dans le conclave, c'est tellement houleux entre eux. Parce qu'au-delà d'être né le 15, il y avait les intérêts que chacun défendait. Les Asiatiques et les Européens se sont plus ou moins cramponnés parce que il y a les questions internationales où ils sont pratiquement opposés. Les Américains, les Européens, donc c'était vraiment une forme de messe ouverte. Et ils ont décidé que le conclave se tienne à la Maison du Peuple. Pour l'esprit simplement que la Maison du Peuple, c'est le bâtiment que Sankara a connu avant de mourir. En 1987, il n'y avait pas d'autres grands bâtiments au Burkina en dehors de l'UEMOA. Donc les TPR se sont ouverts à la Maison du Peuple. C'était le bâtiment des grandes manifestations nationales. Effectivement. Alors donc, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est pas simple. Il y a une partie où il y a un qui dit, mais Sankara, il n'y a pas son héritier. Il y a quelqu'un qui dit, oui, on est sankariste, mais on est Sankara. On est sankariste, le verbe être, on peut être sankariste, je suis sankariste, mais on est Sankara. Naître Sankara, ça veut dire tout, c'est toute la symbolique qui est posée dans ce moment. Ça veut dire, vous ne pourrez plus avoir de Sankara. Un homme qui s'oublie, comme lui-même le disait, pour les autres. Un homme qui donne sa vie pour les autres. C'est le seul qui a accepté le 15 octobre, donner un sens profond au concept de la patrie ou la mort. On le dit de façon théorique. On lève la main gauche, on bombe la main droite sur la poitrine, mais dès qu'il y a un pétard, tout le monde se cherche. Mais il est resté, au-delà de l'idéaliste que l'homme est, il y a un homme quand même de conviction. Donc finalement, ils aboutissent à, ils ne peuvent pas ressembler à Sankara. Ils sont les héritiers, c'est vrai. Et en même temps, c'est une occasion pour eux de faire, comme j'appelle, le procès des sankaristes et du sankarisme. C'est des notions théoriques qu'ils abordent au cours de ce conclave pour changer. Avec tous ces désaccords, qu'est-ce qu'ils sort finalement à la fin du conclave? À la fin du conclave, il y a déjà que cette relation humaine qui est tissée. On réclame le sankarisme depuis 2015. Je dis, peut-être que ça fait l'objet d'un autre écrit, mais quand vous écoutiez ceux qui étaient dans la rue en 2014, il y avait deux personnages qui étaient dans leur bouche. Sankara, Norbert Zongo. Est-ce que le politique a pu adopter ou adapter l'un ou l'autre? Pas très évident. La conséquence, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, on a l'impression qu'il y a ce besoin des jeunes d'être comme Sankara, libre dans leur esprit, s'exprimer dans leur esprit, s'assumer, rester un peu dans un retour sur soi, pour un retour sur soi pour les autres. Aujourd'hui, le seul président qu'on a dû, c'est le président rwandais, Paul Kagame. Nous invitons nos téléspectateurs à acquérir ce roman qui est un chef-d'œuvre pour savoir comment est-ce que ce conclave s'est déroulé dans ses moindres détails. Voilà, pour aboutir aux différentes conclusions. Nous avons également une seconde œuvre qui est là, L'homme de l'ombre, le général des brigades Gilbert Diendéré. Tout est parti d'une lecture que j'ai faite dans le Faso.net en 2018. Il y avait déjà le coup d'état de septembre qui était passé. Et c'était un journal de 2015. Non? Alors, le journaliste, le jeune confrère Omar Ouedraogo disait, général Gilbert Diendéré, de l'ombre à la lumière. Alors qu'au moment où c'était dit, le général Diendéré était dans les liens de la prévention au niveau de la maison d'arrêt de correction des armées. Alors donc vous voyez que la trace déjà, il y avait comme une forme de hiatus entre le papier de 2015 et 2018. Alors donc ça m'a donné un peu une idée, puis j'ai regardé. Il y a quelqu'un aussi, je vois feu le professeur Valère Sommet, qui disait que si Diendéré parle, beaucoup d'hommes vont fuir le pays. Alors, il y avait déjà la perspective du procès, du coup d'état manqué. Il y avait aussi la perspective de ce procès qui ne se dessinait pas sur la mort de Sankara et de ses 12 autres compagnons. Alors, si ce monsieur parle, les gens vont fuir. Peut-être je vais vers la conclusion du livre. Alors, il a parlé, les gens n'ont pas fui. Ça veut dire deux choses. Ou alors il n'a pas parlé parce que si on tient... Mais c'est vrai, il reste la boîte noire du régime Compaoré. Depuis les années 80 qu'ils se connaissent, ils se suivent jusqu'au pratiquement
Et les gens même disent que le 31 octobre 2014, il aurait pu peut-être s'affranchir, parce qu'il avait tout pour prendre un coup d'État, il a refusé. Puis en septembre, il y a ce qui est arrivé. Donc l'homme de l'homme, c'est, je le définis un peu comme notre Foccart local. Vous savez que Jacques Foccart était toujours à côté de Gaulle, de Mitterrand, même de Chirac. Il tissait les nasses, c'est lui qui faisait et défaisait les pouvoirs au niveau de l'Afrique. C'était vraiment le monsieur rond-point, comme on dit, la patte d'oie de la 4e République française. Je dirais c'était un peu comme ça, sauf qu'ici, il ne se mêlait pas officiellement de politique, mais tout ce qui concernait la sécurité et tout ce qui concernait les actions de l'homme, même s'il n'était pas physiquement présent, en tout cas, il n'était pas très loin. Vous voyez que le procès même pose déjà le problème. Était-il au conseil de l'entente du 15 octobre 87, n'y était-il pas? Lui-même dit qu'il était juste à côté, certains disent qu'il était... Donc, pour moi, ça reste toujours un homme énigmatique. Et comme il ne parle pas aussi, ça va toujours donner ce silence, la lui seul peut-être sa vérité, qui n'est pas forcément la vérité. Pour lui, pour sa famille, pour ses descendants, il est bien qu'il parle. Même s'il ne peut pas le faire actuellement, mais à titre posthume, il peut laisser ses mémoires. Vous savez, c'est le problème de nos dirigeants en Afrique. Ils n'écrivent pas. Aujourd'hui, le président de la mise en œuvre n'est pas mort. Parce qu'il a ses mémoires qui sont là, tome 1, tome 2, qui reflètent sa présence, son passage au niveau de l'État, au niveau même du pays. La jeunesse a la possibilité d'aller à son école, aller le réécouter. Il y a des dirigeants qui sont morts il n'y a pas 10 ans. Aujourd'hui, on les a pratiquement oubliés. On dit souvent un tel, un monstre politique. Et moi, ce n'est pas forcément eux. C'est pratiquement tous ceux qui les entourent. Aujourd'hui, le président Blaise Compaoré, on va revenir sur son ouvrage. Quand je commence à écrire sur Blaise Compaoré, j'avais le choix d'écrire les mémoires de Compaoré. Mais écrire les mémoires de Compaoré veut dire qu'il faut le connaître, il faut alors l'avoir rencontré, discuter avec lui. Et les mémoires s'écrivent de façon très ouverte. Voici ce que j'ai fait. Ça peut être l'objet de beaucoup de contestations, mais malgré tout, vous serez ouvert. Le général Diendéré a obligation de parler sur le 4 août 83, sur le 15 octobre 87, il faut qu'il dise quelque chose. Et depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans. Ils sont entrés en politique très jeunes, 20, 26 ans, 30 ans. 40 ans après, ils ont au minimum 60, 70 ans. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne serait-ce que partager leur expérience. Pourquoi on ne se trompe plus? On n'avait pas pu imaginer qu'on serait encore dans une situation de pouvoir militaire dans notre pays. Parce qu'on a connu tous les pouvoirs militaires. Et après l'insurrection, je disais, on a tous compris, on va éviter. Mais malheureusement, on est retombé encore dans un pouvoir militaire. Simplement parce que souvent, on n'a pas de guide. Le guide, c'est quoi? C'est le document, je lis, puis bon, j'approuve. En tout cas, ça me permet de me corriger. Vous avez écrit sur 3 personnalités qui sont des militaires. Connaître l'histoire de ce pays passe normalement par connaître ces hommes. En fait, ce n'est même pas le 10e du pain. C'est juste une infinitésimale partie de ces hommes. En fait, c'est une façon de dire on doit pouvoir écrire sur tout. Moi, je dis, je suis d'une génération où, quand on partait en vacances, on écrivait, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. Vous qui écrivez aujourd'hui sur ces 2 acteurs majeurs même de cette période, le président Sankara et le président Compaoré, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est cette rivalité. Sankara, Compaoré, ils ont pratiquement le même âge. Sankara est de 49, en 83, il a 34 ans. Compaoré est de 51, en 83, il a 32 ans. C'est un âge où on veut s'affirmer. Ensuite, leur option militaire, c'est tous des parachutistes commandos dans les troupes d'élite, les TAP, les troupes d'élite. Et ils avaient tout qui les opposait, le tempérament. Sankara était spontané, ouvert, jovial. Compaoré très réservé. Il revient aussi que les épouses n'ont pas facilité les choses. Et cette rivalité humaine a poussé à cet échec au moment de la fusion qui allait donner la force à notre révolution. Ce n'est pas que nous. Partout où il y a eu ce genre de situation, on s'est retrouvé seul. Quand Kadhafi vient avec les Janou, commandant Djaloud. Mais à la fin, Djaloud rasait les murs. Parler de Sankara, c'est parler de Blaise. Parler de Blaise, c'est parler de Sankara. On a un excellent essai sur Blaise Compaoré. Sa vie en 9 tableaux. Une journée du président Compaoré équivaut en elle-même à plus de 1000 tableaux. Mais on a voulu rester dans le symbolique 9 pour dire que Blaise Compaoré, je dis tout à l'heure que Sankara ou Diendéré, il est 9, n'est pas 10. Blaise est 9, n'est pas 10. Ça peut déborder. Alors, la première échelle, c'est le 3 février 1951, date de naissance de Blaise Compaoré. L'échelle par laquelle qui ferme cet intervalle, nous l'avons située au 3 février 2021. C'est-à-dire 70 ans. Donc, ça prend l'enfance du président Compaoré, ça prend le 4 août 83,
le 15 octobre 87, le 11 avril. En fait, ce que j'appelle tous les grands rendez-vous de Blaise en tant qu'élève, militaire, président. Jusqu'à cette date du 3 février où on voit un monsieur hagard, livide. La seule chaleur qu'on retrouve dans c'est son épouse qui reste à côté de son mari. Une vraie femme, une vraie mère, une vraie épouse qui essaie de l'amuser, de le prendre. Mais sinon, pour le reste, quand vous regardez, vous êtes triste. Triste de savoir qu'il y a 40 ans, ce monsieur, quand il se mettait dans son treillis, le temps a fait son effet sur lui, c'est normal. Tous il y a 20, 25 ans, nous sommes encore plus jeunes, mais après, on n'a pas le choix. Voilà, on subit le fait du temps. Voilà, le temps, c'est la seule réalité de l'homme qui nous conduit vers l'inéluctabilité qui reste la mort. Il y a la désincarnation de Blaise, c'est déjà en 2011. Vous savez qu'il est venu avec un mythe du commando percuteur, du commando, mais jusqu'à ce que 2011, on se rend compte qu'il peut fuir aussi, et qu'il fuit aussi. À partir de ce moment, toute sa aura a commencé à baisser. Mais il y a aussi 2014 où il se retrouve pratiquement seul. La solitude dont il est question, vous êtes entouré de 2000, 3000 personnes qui sont assises avec vous, mais vous n'êtes pas moins seul. Parce qu'en ce moment, vous êtes avec votre propre conscience. Vous la revisitez. Vous voyez hier, avant-hier. Vous n'osez même pas penser à demain. Parce que hier et avant-hier, vous déçoit. Vous montre la cupidité des hommes. Vous avez évoqué l'image de l'homme de ces 70 ans. Oui. Qui n'était pas vraiment réjouissant. Est-ce que cela est dû à cela, à tout ce parcours tel que vous êtes en train de le décrire, vous vous asseyez, vous réfléchissez à votre passé? Est-ce que ce parcours, ces compagnons, Sankara, le commandant Lengani, le capitaine Henri Zongo, avec lesquels vous avez cheminé, à un moment donné, qui disparaît de façon tragique, est-ce que ceci explique cela? Mais vous savez que d'abord, Sankara vivant supplantait Blaise Compaoré. Voilà, quand il arrive, c'est Sankara on voit. Oui. Sankara mort supplante Blaise Compaoré. Je pars de 20, mais j'imagine que dans son sommeil, chaque fois il y a Sankara Thomas. Il évolue avec. Et ceux qui étaient avec lui, qui constituaient un peu une base vers qui il pouvait avoir une échappatoire, se révèlent à partir de 2014 des gens qui n'ont jamais partagé son idéal. Parce qu'ils sont partis. Et ils l'ont fustigé, ils l'ont cloué aux gémonies, comme on dit. Vous regardez, c'est vous-même, même pas votre épouse, même pas votre enfant. Vous êtes seul en ce moment. Et ça déchire l'homme. Je pense que lui-même, il a été assez fort qu'il n'ait pas eu un AVC. Voilà. Je ne dirais pas de trahison. Parce que si tu dis trahison, qui a trahi qui? Parce que quand vous regardez aussi, tout portait à croire que le président putatif, le président naturel du pays, après Compaoré, c'était Kaboré. C'est ce que l'intrusion de François se mette entre eux. Et que du coup, les autres se sentent aussi trahis. Ils sont partis. Et puis, donc je dis, tout ça, ça pèse sur le président Compaoré. Vous avez des gens qui ont 70 ans et plus 80 ans, qui n'ont pas eu ces moyens. Mais ils sont toujours solides. Mais lui, il ne dort pas la nuit. Si vous êtes sincère avec vous. Si vous êtes sincère avec lui-même, il lui est difficile de dormir la nuit. Je me rappelle, c'était en 2005 ou 2010, au cours d'un meeting à Yako. C'est 2005. Alors, c'est la terre de Thomas Sankara. Oui. Lorsqu'il fait son meeting, il fait son discours à un moment donné, il dit, je suis revenu là, à Yako, sur les terres de Thomas Sankara. C'était pas le tollé, mais c'était la surprise. Il y a eu comme une forme de libération des partisans de Compaoré, qui parlent de Sankara et Ayako. Et il finit par dire que tous ceux qui s'agitent autour du sankarisme ne connaissent pas Sankara. Ils le font pour le Nasongo. Parce que lui, il connaît Sankara. Ils se connaissent entre eux. Et à un moment donné, leurs chemins se sont séparés. Mais il ne reste pas moins quand même qu'ils ont eu un passé commun très fort. Beaucoup de complicité qui les ont liés. Pourrait-on parler des remords à un moment donné, à la fin du pouvoir? On sentait une volonté du président Compaoré parler de Sankara pour essayer de lui-même se libérer. La politique internationale, Compaoré a été utilisée comme on a utilisé beaucoup d'hommes. Mobutu, il y a des maths. À un moment donné, vous êtes lâché par vos maîtres d'hier. Quand on vous dit aujourd'hui que la France refuse un visa Compaoré pour aller se soigner en France, vous comprenez ce que ça veut dire. Oui. Alors que hier, en Afrique de l'Ouest, c'était Compaoré. Il est le premier président africain au sud du Sahara que le président Chirac invite au 14 juillet comme invité d'honneur. Ça frustrait beaucoup de grands présidents, le Mongo, le Boigny et autres. Mais c'était ça. Pourquoi? Parce que c'était le monsieur qui répondait. Il avait pratiquement tout.
avait une force militaire, le RSB, qui était au Libéria, qui une force supplétive qui agissait. Donc je crois que tout ça, à un moment donné, vous vous trouvez seul. Puis il y a Sankara qui dit à Niamey, tuer Sankara aujourd'hui, demain, il y aura des milliers de Sankara. On les tue, mais il est resté, il y a toujours des milliers de Sankara. Aujourd'hui, les enfants, c'est Sankara. L'image de Sankara, c'est une image positive, une image rassurante. Je veux profiter même pour dire merci à mes préfaciers. C'est tous des journalistes, vous les connaissez. Je vais citer Sankara, le conclave des héritiers, préface Yacouba Traoré, journaliste. Général de brigade Gilbert Diendéré, l'homme de l'homme, a été préfacé par Dr Syriac Paré, journaliste. Nous avons également Blaise Compaoré, sa vie en 9 tableaux, préfacé par Adama Ouedraogo, dit Damis. À côté de ces œuvres dont on peut qualifier d'œuvres militaro-politiques, voilà, des acteurs et des officiers de l'armée qui sont entrés dans la vie politique, nous avons une œuvre qui tranche, oui, qui semble parler d'autre chose, oui. Voilà, mais qui est quand même un fait qui est très populaire aussi dans nos pays, le pari mutuel urbain, la fortune en course de fin. La fortune en course de fin, c'est vrai que tous ceux qui ont pris l'ouvrage, c'est une recueil de 50 nouvelles. Pour être dans le vrai, il faut dire que je joue souvent au PMU, et puis bon, le plus gros lot que je gagne c'est 7000, hein. La dernière fois j'étais là, c'est vraiment moi je dis toujours aux gens que les dimanches j'ai un concours à passer. Concours c'est quoi? C'est après la messe, aller m'arrêter quelque part, cocher puis partir. Des fois même j'oublie que j'ai joué, juste pour être aussi un peu dans la mouvance. Puis bon, ça m'a inspiré par beaucoup d'histoires drôles, mais des histoires vécues aussi. Donc dans ce recueil, vous allez trouver les exciseuses, les voleurs. Les voleurs c'est quoi? D'abord il y a les mendiants qui jouent. Le garibou, et puis ils ont eu un peu d'argent, et puis bon, ils devaient partager, mais il y avait un flottement. Pour essayer dans l'équitabilité, ils ont été joués au PMUB, c'est toujours le, comment vous appelez ça, le quintet. Et puis ils sont dans l'ordre, gros lot qu'ils gagnent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se réorganisent, ils quittent les talibés, ils quittent leur grosse boîte, puis ils s'organisent, ça marche. Ils ouvrent même un grand magasin. Puis, okay. Oui, un grand magasin. Ça inspire les gens. Alors, les prisonniers qui sont en liberté ont vu ça, qui arrivent à la maison d'arrêt, ils s'organisent aussi, ils donnent l'argent à un GSP, garde de sécurité présidentielle, qui joue, ils sont dans l'ordre. Un gros lot. Ils prennent les avocats, ils gagnent le procès, ils sortent, ils s'organisent. Il y a les retraités qui jouent, il y a les exciseux, ça c'est l'histoire de femmes qui vont dans un village pour aller exciser les enfants. Des fois, ça dépasse pas de 500, 400 francs, pour montrer que souvent aussi c'est le manque de moyens qui pousse les femmes à continuer à exciser, bien que bon, la loi quand même soit assez sévère sur cet acte qui est jugé comme criminel. Alors, quand elles sont allées payer tout, elles revenaient chercher la monnaie, elles sont allées jouer, c'est dans l'ordre. Du coup, elles disent, mais on était venu pour exciser une bonne dizaine de filles, on allait avoir au maximum 12 000 francs, mais aujourd'hui, on joue et on gagne des millions. Elles jettent tous leurs couteaux et puis elles se font une vie. Dans le PMB aussi, il y a celui qui va jouer en consultant un charlatan. Bah, le gars, il vient, il y avait un gros lot, non, un report. Le charlatan arrive, il fait cette tralala, il demande une maison, il lui donne la maison dans la cour. Et puis au dernier jour, pour leur dire les chevaux qui vont venir, après consultation, il dit, bon, il faut jouer le 18, le 14, alors qu'il n'y avait que 15 partants. Donc du coup, déjà, c'est ce que ça montre. L'autre aussi, c'est celui qui joue, illusion optique, il joue et il regarde sur le tableau, il voit qu'il est dans l'ordre. Alors qu'en fait, ce n'était pas le cas. C'est vraiment des histoires pour rire. Et ceux qui ont eu l'ouvrage m'ont dit, ah, on a vraiment beaucoup ri. C'est tant mieux. C'est un peu le sens recherché. Au-delà de tout, ça reste aussi une forme de catalyseur, le PMUB. Voilà. Ça vous prend sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Parce que quand vous jouez, et vous avez espoir, souvent c'est un cheval qui manque, c'est 2 chevaux qui ne sont pas venus. À demain, j'aurai les 2. Après vous sortez, il n'y a rien. Vous dites, il y a toujours ça. Les politiciens aiment ça. Ça stabilise, ça met les gens. C'est un peu comme dirait l'autre, l'opium du peuple. Et aujourd'hui, on vit que du pari mutuel. Mais il y en a qui ont fait fortune dedans. Qui ont eu beaucoup d'argent. Est-ce que vous motivez les gens? Non, je ne motive pas. Non, non, non. C'est même en Europe, en France, vous savez qu'il y a une loi qui interdit de jouer jusqu'à un certain montant. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, que vous le mettez 90 000 francs pour jouer au PMUB, ça vaut risque et péril. Tous ceux qui gèrent les deniers publics, qui ont pensé qu'ils pouvaient gagner de l'argent au PMUB pour
bourser ce qu'ils ont enlevé, ils sont tous à la maison d'arrêt. Voilà. Mais quand moi je joue 1000 francs, vraiment, ça ne me gêne en rien. C'est peut-être le prix de 2 billets. Voilà, il faut prendre ça d'abord comme un jeu. Puis maintenant, la chance va faire le reste. Voilà. Bon, il y en a qui sont tellement dans le jeu qui vous disent que ça dépasse le cadre de la chance. Quand un chauffeur dit j'ai joué 1200, je me trouve à 39 millions, je crois qu'il y a une semaine, là, l'ONAB nous les a présentés, vous dites quoi? Des fois, ils ne lisent même pas. Au début du pari mutuel, il y a un monsieur qui allait, je pense que ce doit être un Samo, qui va, il joue le même chiffre sur au moins 5 fois. Et ça vient 5 fois dans l'ordre. Je dis Samo juste pour plaisanter. 5 fois dans l'ordre. Il faut comprendre. Mais il y en a qui ont des ordinateurs. Il y a une histoire qui est là. Le monsieur est gardien chez un boss. Et le boss voit le monsieur qui a beaucoup d'enfants, qui vit à l'aise. Et il lui demande c'est quoi? Il lui dit, ah, que patron, c'est PMUB là. Alors, donc, la nuit, le patron sort son ordinateur, il fait ses recherches. Le gars, il a sa torche et puis il coche. Quand ils vont, le patron a perdu. Et le gardien... Malgré tous les calculs scientifiques, on devrait pour dire. Bon, il y a un autre aussi qui arrive, il joue chaque fois, il ne gagne pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand les gens composent, non, les 5 ne viendra pas, lui mettre 5. Et tous ces chevaux qui étaient censés ne pas venir sont venus. Ils étaient ceux dans l'ordre. Comme je dis, c'est vraiment pour blaguer. En fait, j'aurais eu du temps, parce que ça, c'est... Je peux expliquer un peu la fortune en course de fin. La course de fin, c'est les reports. Où au moins on dit, bon, si on ne gagne pas, on met l'argent au trésor. C'est en ce moment que quelqu'un gagne. Il y a une histoire aussi où une entreprise en faillite, les partenaires les invitent en Europe, en France, ils arrivent, et puis il y a la dame qui les suit, la secrétaire, elle ne vient pas à la rencontre. Alors qu'elle avait quitté l'hôtel, elle est allée à Vincennes pour jouer. Et quand elle revient, on la brime, on l'isole. Mais ils reviennent, se rendent compte que c'est elle qui a gagné dans l'ordre. La somme qu'elle gagne équivalait même à l'argent qu'il fallait pour relever l'entreprise. Il y a vraiment ces 50 nouvelles. 50 nouvelles. 50 nouvelles. Dans une œuvre de combien de pages? 200 et quelques pages, je pense. Okay. 200 pages. Permettez-moi aussi de dire merci à la Loterie nationale du Burkina. Okay. C'est elle qui m'a aidé à pouvoir sortir cet ouvrage. C'est vrai que je n'ai pas pu faire la dédicace pour beaucoup de raisons, okay. Mais bon, l'œuvre aussi a pu voyager un peu à l'intérieur du pays, grâce aussi à tous nos collègues des éditions citoyennes. Ils sont dans les directions régionales. Je pense que je leur dois aussi tirer le chapeau. Ils ont accepté, prendre l'ouvrage, l'ont présenté, et puis bon, toutes les œuvres. C'est comme ça que je fonctionne un peu avec eux. J'ai mon analyse de ça, de ces 4 œuvres, parce que c'est quand même un aîné, un expérimenté, quelqu'un qui a de l'expérience que nous recevons, qui nous fait parcourir un peu l'histoire du Burkina avec ses réalités à travers ses hommes. Le président Sankara, le président Compaoré avec le général Diendéré. Et c'est une vie mouvementée. Une vie mouvementée avec ses péripéties. À côté de ça, on a quand même besoin de souffler. La société a quand même besoin de souffler. Elle a quand même besoin de rire, de se détendre. Et je crois que la fortune en course de fin nous rassure quand même pour dire que malgré les vicissitudes de la vie, il y a droit d'espérer. Mais en même temps, cette œuvre n'invite pas à en faire une profession, mais d'en faire quelque chose de détente. Et l'expérience même à travers l'œuvre Le Monde, que c'est ceux qui en font un jeu qui gagnent. Effectivement, voilà. C'est vrai. Bon, les œuvres, les 3 sont sorties il y a juste 2-3 jours. Nous sommes en train d'œuvrer. J'ai remercié les collègues citoyens qui sont en région. Le livre, je pense qu'en début de semaine prochaine, doit être à Bobo, à Kaya, à Koudougou. Grâce à tous ces collaborateurs, nous sommes en contact avec les autres. Mais nous cherchons aussi à les positionner dans les différentes librairies à Ouagadougou. Déjà, il y a la librairie Jeunesse d'Afrique. Et au niveau aussi du mémorial Thomas Sankara, je crois que demain, vendredi, on pourra y être aussi. Et puis, d'ici la fin de la semaine prochaine, on doit pouvoir être sur l'ensemble des réseaux nationaux. C'est vrai qu'on a des amis hors du Burkina qui demandent sur l'ouvrage, mais la première des priorités, c'est certainement au niveau local. Après ces 3 ouvrages sur 3 personnages, je pense que d'ici avant fin avril, je donnerai 3 ouvrages sur 3 personnages majeurs de la République, avec un recueil de nouvelles aussi, parce que je suis obligé de le faire ainsi. Vous imaginez si je devais sortir Sankara cette année, l'année prochaine Diendéré, ça fait quoi, 3 ans? Mais quand vous en avez une vingtaine, 20 ans après, c'est compliqué. Donc je suis obligé de sortir par grappe de 3 ou 4. Quelles sont vos attentes concernant ces œuvres? Les attentes, c'est de pouvoir les écouler d'abord,
ensuite suscité beaucoup de débats autour des questions. Ça manque aussi dans nos pays. Et puis on fait de trouver nombreuses personnes aussi qui rentrent dans le jeu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous recevions aujourd'hui Jean-Philippe Tougman, journaliste aux éditions Sidoya. Il est également ancien directeur de l'agence d'information du Burkina pour nous présenter 4 œuvres. Sankara, le conclave des héritiers, préfacé par le journaliste Yacouba Traoré. Nous avons un essai, Général de brigade Gilbert Diendéré, l'homme de l'ombre, préfacé par le docteur Cyriac Paré. Nous avons un second essai, Blaise Compaoré, sa vie en 9 tableaux, préfacé par Adama Ouedraogo, dit Damis. À côté de ces œuvres politico-militaires qui racontent les vicissitudes de la vie, nous avons l'œuvre Paris Mutuel Urbain, la fortune en course des fins. Je veux dire qu'elle a été préfacée par M. Lucien Karama, ancien directeur général de la LONAB. Nous remercions M. Jean-Philippe Tougman d'être revenu chez lui à la maison. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission et à la prochaine.